Chers collègues, chers amis, très heureux d'être ici dans ce nouveau projet avec donc des gens éminents pour élaborer des recommandations qui aideront l'ensemble de nos concitoyens qui réunit chaque peuple et chaque nationalité. Et à cet égard, la plateforme du Centre national de la Russie, créée à l'initiative du président Poutine, doit permettre une consolidation socio-économique, technologique, avec un accroissement du potentiel technologique, économique et culturel de notre pays pour permettre un meilleur développement et pour permettre un mouvement, une évolution de notre expérience, de nos idéaux, de nos traditions dans le dialogue avec les communautés qui j'espère, aujourd'hui sera fructueux. Au jour de l'unité de la Russie, le 4 novembre, nous avons il y a 12 ans, et pour notamment se souvenir de l'incendie de Moscou qui a libéré Moscou des Polonais. Donc il s'agissait de nous unir sur un objectif commun. L'objectif de notre symposium que M. Karaganov a présenté, le monde multipolaire, est présent dans de nombreuses discussions, dans les cercles de discussion en Russie et à l'étranger. Au début des années 90, beaucoup pensaient qu'était arrivée la fin de l'histoire, l'unipolarité, la Pax Americana sous les ordres de Washington. Et c'est cette période qui a permis à Evgeny Primakov de formuler un consensus novateur sur le monde multipolaire. Avec des partenaires, nous avons pu signer des accords, les gens l'ont pris au sérieux, et les idées de Primakov ont été partagées par nos amis chinois qui, en 1997, ont signé avec nous une déclaration commune sur un monde multipolaire et la formation d'un nouvel ordre international. C'était il y a 27 ans, c'était le premier document de l'histoire sur ce sujet. Et nous voyons qu'aujourd'hui, les idées de Primakov font consensus et qu'il y a des changements avec des tendances objectives vers une nouvelle mondialisation de l'économie avec les pays du Sud, les pays de l'Est et la majorité mondiale. Les pays des BRICS, au niveau de leur PIB, si l'on en croit les résultats de 2024, eh bien, le PIB s'élève à 37%, soit plus que le G7 qui est à 30% du PIB mondial. Cette économie permet davantage de puissance et permet de renforcer notre souveraineté et les caps nationaux, les caps que nous avons choisis, tant au niveau de la politique nationale que de la politique extérieure. Il s'agit également de démocratiser les relations internationales, car le monde multipolaire est de plus en plus solide et stable. Et cela se reflète y compris dans la politique pratique. Nous avons un certain nombre d'intérêts avec des organisations comme l'OCS ou les BRICS, ce qui a été exprimé au sommet de Kazan, avec l'ensemble des pays. Plus de 30 pays ont demandé soit à devenir membres, soit à avoir des relations particulières avec nous. Il s'agit de former un ordre mondial polycentrique, multilatéral et ouvert et bienveillant. Nous comprenons que l'Occident va de l'avant dans des événements historiques que nous connaissons,
en développant le capitalisme et en créant son bien-être sur le dos de son passé colonial. Les États-Unis et ceux qui leur sont soumis en Occident mènent une guerre avec des documents doctrinaux où ils parlent de leurs menaces, de leur domination sur la Russie, sur la Chine et sur les pays qui ont une politique nationale indépendante. Après le début de l'opération spéciale en Ukraine, nous avons vu se mener une guerre hybride contre la Russie avec des sanctions agressives. Ces 10 dernières années, plus de 21 000 sanctions économiques, financières, commerciales, sur les médias, la justice, la culture, le sport et autres ont été mises en place. Ce sont les pratiques de l'Occident qui se développent contre les pays en développement en Afrique, en Asie et ailleurs. Et ils appauvrissent les États en utilisant leurs technologies de base et leurs sources d'énergie, les engrais, etc. Et la lutte agressive voit la destruction du travail, destruction qui se propage depuis les années 1990. Les capitales européennes s'appuient sur ces principes, ne connaissent pas les principes de respect de la propriété, de la libre concurrence, et ceux qui réclamaient pendant des décennies le développement de l'humanité sont passés à maintenant la politique, à la punition de des politiques de leurs concurrents en utilisant la domination du dollar. Le résultat, c'est que les États-Unis ont mis en pièces le système de mondialisation et à cet égard, je rappellerai les paroles du président Poutine qu'il a prononcées lors du sommet de Kazan. Les BRICS se développent une plateforme alternative, un nouveau système interbancaire et de nouveaux systèmes de gestion. Les États-Unis utilisent le dollar, sauf que beaucoup de pays s'en émancipent. Et la suite, nous ne la connaissons pas. Lorsque le système économique ne fonctionne pas, l'Occident, avec les États-Unis, n'hésite pas à utiliser le chantage, la menace et ensuite l'emploi de la force. Après 2022, on a déclaré qu'on voulait infliger une défaite stratégique à la Russie. Le système de Washington fonctionne depuis 1945, lorsque on a mené une opération de destruction de l'Union soviétique et de ses alliés. 1945, mai 1945. Aujourd'hui, les Anglo-Saxons pensent qu'ils vont vaincre notre pays avec à l'aide du régime de Kiev et de son gouvernement néo-nazi et de la majorité des gouvernements d'Europe. Mais ils n'y arrivent pas et ils veulent que l'Europe entière se jette dans une opération suicidaire d'un conflit armé contre la Russie. Beaucoup de pays ne comprennent pas l'avenir du monde multipolaire et de la fin de l'hégémonie. L'Allemagne, avec la destruction du gazoduc, a ruiné son économie. Aujourd'hui, Berlin voit arriver des missiles allemands et le chancelier Scholz pense qu'il s'agit là d'une bonne idée. Ensuite, il y a les frappes
missiles à longue portée contre la Fédération de Russie. Mais cela va diminuer les chances d'un rôle de l'Occident dans le monde multipolaire. L'élite occidentale a fait de son mieux, mais l'Occident et en particulier les anglo-saxons mènent cette guerre. En juillet, au sommet de Washington, les pays de l'OTAN ont exprimé des volontés d'accroissement de l'alliance, non seulement dans l'espace euro-atlantique, mais aussi dans l'espace asiatique, pour, soi-disant, défendre les territoires de leurs membres. Il s'agit là d'une alliance militaire en mer de Chine et à des distances incroyables de leur propre territoire. Les Américains sont en train d'installer des infrastructures dans le Pacifique sans même cacher leur volonté d'hégémonie sur la Corée, la Chine et la Russie sans tenir compte de la coopération de sécurité régionale dans la région qui consiste à défendre les intérêts mutuels par consensus. L'ASEAN est un système ouvert et mais il leur oppose les Quad, les AUKUS et d'autres alliances avec l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Corée du Sud et d'autres membres des pays de l'ASEAN qui veulent tout simplement écarter la concurrence. Le renforcement de tous ces éléments s'appuie également sur les questions du Proche-Orient. Là encore, il y a des destructions en Irak, en Libye, en Afrique du Nord d'une manière générale. Les pays anglo-saxons font aussi la même chose au Yémen. L'ingérence américaine ne peut pas se justifier non plus en République arabe syrienne. Les Américains ont bloqué tous les mécanismes multilatéraux de coopération pour le règlement du conflit israélo-palestinien. Le quartet, avec l'ONU, l'Union européenne, les États-Unis et la Russie, a été détruit pour monopoliser les formats de négociation et pour envoyer de nouvelles propositions qui a abouti à l'effusion de sang qu'on connaît à Gaza et au Liban. Tout ceci est une véritable catastrophe. C'est pourquoi l'Occident sort des réalités. En un an, l'opération en Israël a vu la mort de plus de civils, de Libanais et de Palestiniens que lors de la guerre, plus de civils morts que de civils morts lors de la guerre civile en 10 ans de guerre civile en Ukraine. Les problèmes régionaux, pour les États-Unis, les problèmes régionaux ne servent qu'à une chose, c'est à préserver leur hégémonie. Et aujourd'hui, il y a des défis auxquels le monde est confronté qui exigent un effort en toute égalité, sans domination. La victoire dans les conflits armés, tout ceci doit se régler par des moyens juridiques. Il s'agit de s'adapter aux changements climatiques, aux questions de l'espace, aux questions épidémiques, aux questions de surmonter les questions socio-économiques dont dépend l'avenir de l'humanité. Parmi nos contacts diplomatiques à Kazan, nous pouvons
tirer une conclusion. Il est clair que la confrontation et l'hégémonisme ne résout aucun problème. Le sud et l'est de la planète doivent prendre des décisions en fonction de leur spectre de la vie internationale. Le résultat de cette activité politique renforce les relations interétatiques en Afrique, en Amérique latine, en Asie, que ce soit par l'ASEAN, par l'espace euro-asiatique, la CEI, l'Organisation de sécurité collective, la Ligue des États arabes, le Conseil de coopération dans le Golfe arabo-persique, avec des nouveaux projets. Pour ce qui est de l'Afrique, les membres de l'Union africaine ont permis un enrichissement, mais notamment avec un échange de biens à des coûts inférieurs, avec des pratiques néocoloniales, en s'écartant des pratiques néocoloniales de l'Occident. Un processus analogique a lieu en Amérique latine et bien sûr en Asie, beaucoup qui joue aujourd'hui un rôle moteur dans l'économie mondiale. Nous voulons mettre en place des liens horizontaux entre les systèmes d'intégration grâce aux BRICS qui, au niveau mondial, représentés par les États de base, chacun dans leur région. Les BRICS peuvent servir d'éléments harmonisateurs pour la structure qui va permettre une coordination en douceur d'une intégration des pays du Sud et de l'Est. Notre vecteur, c'est la dédollarisation dont j'ai déjà parlé, la dédollarisation du système financier international. Je tiens à rappeler que les règlements financiers entre la Russie et d'autres pays s'est élevé à 90%, et avec les pays des BRICS, nous avons 65% de règlements en devise nationale, et ce chiffre augmente. La Russie continuera à jouer un rôle important dans ce processus, compte tenu de notre position de la 4e économie du monde selon les données du Fonds monétaire international, et de notre position en tant que puissance financière. Nous allons créer de nouveaux plateformes de règlement. Cela a été commencé sous la présidence russe et cela va être continué par la présidence brésilienne en 2025. Certains experts, prédisent non seulement le renforcement du rôle de devise nationale, mais encore la création de certaines macro-régions avec leurs standards de régulation et avec des chaînes de valeur ajoutée, alors que les États-Unis ont fragmenté le système international mondial. La confiance aux États-Unis se diminue et nous allons continuer à renforcer le rôle de plateformes telles que l'Organisation de coopération de Shanghai. Nous allons renforcer nos relations avec d'autres structures sur le continent eurasiatique et sur d'autres continents. Nous allons offrir de nouveaux horizons de coopération mutuellement avantageuses pour tous les acteurs du marché. Nous allons promouvoir le concept d'un grand partenariat eurasiatique et cela permettra de créer une base pour mettre en œuvre une autre initiative du président Poutine, celle de créer en Eurasie une architecture de sécurité commune indivisible, une architecture qui soit ouverte à tous les États et à toutes les organisations de notre continent qui sont prêts à rechercher des points communs. Et à ce sujet, nous avons consacré une conférence internationale qui s'est tenue il y a quelques jours à Minsk, avec la participation de plusieurs pays européens, de plusieurs organisations européennes, et notamment d'autres continents. Nous voulons que les parties du continent africain, qui est riche en ressources naturelles, déterminent eux-mêmes de leur sort, sans aucune ingérence étrangère. Nous voulons qu'ils résolvent leurs problèmes pour que
pour qu'il contribue à la création d'un monde multipolaire. Je tiens à souligner encore une fois que nous ne renonçons pas à un dialogue avec l'Occident, mais nous avons tiré des conclusions du fait que nos partenaires occidentaux ont renoncé soudain à tous leurs engagements, au fait qu'ils ont sapé la confiance en occidentaux. Si jamais les Occidentaux sont prêts à créer et construire des relations sur la base du respect d'intérêts communs, nous allons traiter leurs propositions en fonction de nos intérêts communs, de nos intérêts nationaux. En juillet, sous la houlette de la présidence russe, au Conseil de sécurité de l'ONU, se sont tenus des débats ouverts consacrés au principe de la coexistence des pays dans un monde multipolaire. Nous avons proposé une série de mesures visant à rétablir la confiance et à stabiliser la situation internationale. Nous allons continuer ce dialogue au sein d'autres plateformes internationales, notamment cette année, ce mois, à Rio de Janeiro. Nous allons promouvoir cela lors du sommet du G20. Pour le moment, les négociations ne se déroulent pas bien. L'Occident, il essaye de tirer des avantages de sa propre position. Malheureusement, il essaye de privatiser les secrétariats d'organisations internationales. Cela est manifeste dans l'organisation dans l'OSCE et cela est manifeste dans les travaux du secrétariat des Nations Unies où, parce qu'il y a des critères inefficaces de la création du secrétariat, où il y a une présence excessive des pays occidentaux. Et malheureusement, les dirigeants de l'OSCE et les dirigeants du secrétariat des Nations Unies, ils commencent à respecter les intérêts des pays occidentaux. Il y a longtemps, j'ai lu un message dans l'agence RIA Novosti. Là, il a été publié une déclaration du secrétaire général de l'ONU lors d'un point de presse. Il a répondu à la question concernant les projets de la Russie et de la Corée du Nord sur le plan militaire. Et alors, le secrétaire général, il a répondu que que tout cela était un sujet d'une grande inquiétude du secrétaire général parce que cela entraîne l'internationalisation du conflit ukrainien. Et donc, le secrétaire général de l'ONU s'est prononcé fermement pour le règlement du conflit ukrainien, conformément à aux résolutions de l'Assemblée générale et à la Charte des Nations Unies. J'ai deux commentaires à faire à ce sujet. En ce qui concerne l'internationalisation du conflit ukrainien, le secrétaire général s'en est souvenu 2 ans après que l'Occident a préparé l'Ukraine pour la guerre. Cela a été fait sur le terrain. Et nous avons déjà présenté beaucoup de faits concrets en la matière, mais là, il y a 2 ans, le secrétariat général, le secrétariat des Nations Unies ne se souciait pas de l'internalisation des États-Unis. Nous voulons bien sûr respecter la Charte des Nations Unies et les résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies, et je tiens à rappeler à cet égard que l'Occident, il réclame de restaurer les frontières ukrainiennes de 1991 et en ce faisant, il évoque les principes de la Charte des Nations Unies, notamment le principe de l'intégrité territoriale de l'Ukraine, et il évoque l'Assemblée générale, la résolution de l'Assemblée générale qui a été adoptée en respectant les appels ukrainiens à rétablir l'intégrité territoriale. Et donc, dans la Charte des Nations Unies, il y a une telle provision, mais en fait, ce n'est qu'une partie de la vérité. Parce que dans la Charte des Nations Unies, avant de parler de l'intégrité territoriale, on
reconnaît le droit des États à l'autodétermination. Et cela a abouti au processus justement de la décolonisation dans le monde. Cela a été fait grâce à ce droit d'autodétermination. Et la résolution des Nations Unies, bien avant le conflit ukrainien, les résolutions de 1970 stipulaient que les pays devraient baser leurs relations sur la Charte des Nations Unies. Et là, il a été écrit que tous les pays doivent respecter l'intégrité territoriale des pays qui exercent le droit à l'autodétermination. Mais il a été écrit que le gouvernement de ces pays doit représenter l'intégralité et l'ensemble de la population de ce territoire. Et après le début de l'opération militaire spéciale, un tiers des membres de l'Assemblée générale des Nations Unies n'a pas respecté cette résolution. Et alors, les putschistes qui ont violé ce principe des Nations Unies et qui ont mené un coup d'État en Ukraine et qui ont pris le pouvoir, ils se sont fixés l'objectif d'éliminer tout ce qui est lié à la langue russe en Ukraine. Et en Crimée, ils voulaient même prendre d'assaut le Parlement en Crimée. Et ce gouvernement ukrainien, est-ce qu'il représente la population du Donbass et de la Crimée? Et alors, le secrétaire général, il doit parler plus précisément du droit international, et donc il faut lire la Charte des Nations Unies totalement. Et non seulement une partie de cette Charte des Nations Unies qu'ils veulent utiliser. Parce que parfois l'Occident, et le président russe en a parlé plusieurs fois. Lorsqu'un pays il veut devenir indépendant, il n'est pas nécessaire d'obtenir une autorisation du centre régional de ce pays. Et donc, il s'agit de l'article 1er de la Charte des Nations Unies. On ne peut pas manquer cet article. Et là, il est écrit que tout le monde doit respecter les droits de tout citoyen, de tout homme, quelle que soit sa religion, sa race et sa langue. C'est la Charte des Nations Unies également. Et donc, le secrétaire général des Nations Unies, voilà, il devait parler ainsi du conflit ukrainien. Et M. Guterres n'a rien dit sur l'élimination officielle de la langue russe dans tous les domaines, dans le domaine de la culture, dans le domaine des médias et dans la vie quotidienne en Ukraine. Et je n'ai entendu aucune déclaration concernant la loi adoptée récemment sur l'élimination de l'Église orthodoxe ukrainienne. Et c'est bien sûr la religion et elle doit être respectée selon la Charte des Nations Unies. Et le secrétaire général, il doit être le plus rigoureux en ce qui concerne le respect de la Charte des Nations Unies. Et parfois on demande, qu'est-ce qui servira de base de la multipolarité? Vous savez, il n'y a pas de nouveaux principes. Tous les principes sont inscrits dans la Charte des Nations Unies. Le problème est que ces principes n'ont jamais été respectés par nos partenaires occidentaux. Et premièrement, il s'agit du principe clé, que l'ONU est basée sur l'égalité souveraine de tous les États. Et donc, regardez l'histoire de différents conflits après la création des Nations Unies, et dans chaque conflit, les pays occidentaux, les États-Unis et leurs alliés n'ont jamais respecté le principe de l'égalité souveraine des États. Ils n'ont jamais respecté
d'autres parties de ce conflit. Et alors, nous considérons comme un grand succès le fait que lors du sommet des BRICS à Kazan, dans la déclaration qui a été adoptée à l'unanimité, il est écrit, et notamment en ce qui concerne le conflit ukrainien, il est écrit qu'il est nécessaire de respecter les principes et les objectifs de la Charte des Nations Unies dans leur ensemble et dans leur interconnexion. Aujourd'hui, dans l'époque de grands changements, nous sommes intéressés à ce que les futurologues, à ce que les hommes politiques tentent de contribuer à la promotion des processus que nous observons aujourd'hui et tentent de contribuer à la création de nouvelles formes de vie internationale qui correspondent aux réalités et qui, à mon avis, devraient se baser sur les principes de la Charte des Nations Unies. Si ces principes de la Charte des Nations Unies ne sont pas respectés, ce n'est pas parce que ces principes ne sont pas justes. Ils sont justes et c'est pourquoi l'Occident ne veut pas respecter ces principes. La justice, ce n'est pas une caractéristique du système que l'Occident a créé. Et c'est justement un système que l'Occident veut garder malgré les tendances actuelles. Et nous considérons que dans notre travaux, il est important d'analyser la situation, mais d'ailleurs, il faut être courageux. Il faut être partisan de ce monde de l'avenir dont vous parlez aujourd'hui. Et la Russie va exercer, va essayer de parvenir à ces objectifs en utilisant notre expérience. Et donc notre expérience devrait donner un nouvel élan à la communauté internationale. S'il y a une telle activité qui est toujours manifeste dans des époques difficiles, j'espère que la Russie et les diplomates russes seront vos alliés les plus fiables. Et pour conclure, je tiens à dire que votre colloque est considéré comme fantastique et scientifique. Pour ce qui est le caractère scientifique, il y a beaucoup de scientifiques ici. En ce qui concerne le caractère fantastique, je pense que les discussions qui auront lieu aujourd'hui seront une base pour la création d'un meilleur monde. Et je vous propose de réfléchir à comment l'Occident va revenir à l'esprit et quand en Occident on comprendra que ces démarches néocoloniales nuisent à l'Occident et que l'arrogance occidentale nuise à sa réputation. Joseph Borrell a dit que l'Europe c'était un jardin, ou Blinken, il a dit que tout le monde qui ne sont pas à la table de négociation seront au menu, seront à l'agenda. Et alors, je vous invite à réfléchir ce que les pays de la majorité globale doivent faire pour parvenir à un meilleur monde. Je vous remercie. Pour conclure cette intervention de Sergueï Lavrov, il est clair que son message porte un appel fort en faveur d'un monde multipolaire, où l'influence est partagée et non dominée par une seule puissance ou un seul bloc. Lavrov critique les pratiques unipolaires de l'Occident et propose une alternative fondée sur la coopération entre les pays du Sud et de l'Est, incarnée notamment par les BRICS et d'autres alliances émergentes. Ce discours souligne un tournant où la Russie et ses partenaires cherchent à construire des relations internationales plus équilibrées, libérées de la dépendance aux institutions dominées par l'Occident et des sanctions économiques. Dans son discours, Lavrov défend également la souveraineté et le droit à l'autodétermination pour tous les peuples, en accusant les États occidentaux d'appliquer ces principes de manière sélective. C'est un rappel que la Russie souhaite voir un monde respectueux de la Charte des Nations Unies, où chaque pays, chaque région,
peut décider de son propre avenir sans ingérence extérieure. Cette vision inclut aussi un appel au dialogue, mais à condition que celui-ci soit fondé sur le respect mutuel, un point sur lequel Lavrov insiste particulièrement en réponse aux tensions actuelles entre la Russie et l'Occident. En somme, Lavrov invite les nations à reconsidérer le modèle d'un monde unipolaire pour embrasser une diversité de puissances et d'alliances, un monde où la coopération et l'indépendance remplacent la domination économique et militaire. Pour terminer, n'hésitez pas à partager vos avis en commentaire. Selon vous, cette vision multipolaire est-elle la meilleure voie vers une stabilité mondiale, ou présente-t-elle des risques de nouvelles divisions internationales? Faites-nous savoir ce que vous en pensez et si cette alternative est selon vous réalisable dans le monde d'aujourd'hui. Merci d'avoir regardé, et à bientôt pour de nouvelles analyses.